Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, malgré ce temps un petit peu froid et tristouné. Comment tu vas, Déborah ? Je vais bien, merci Marie, bonjour à tous. Malgré la neige qu'il y a eu ce week-end. Oui, ça fait du bien, une petite ambiance de Noël pour commencer le mois de décembre. Ouais, j'avoue. Mais ici, on est encore en automne quand même, donc même si on est bientôt en hiver, cela dit. C'est aussi une saison que personnellement, moi j'adore, parce que c'est moi ce que j'appelle la saison cocoon en fait. Tu te blottis dans ton petit sofa, avec ton petit thé ou ton petit café ou chocolat chaud pour certains. Et un gros plaid, et souvent, qu'est-ce que tu fais avec tout ça ? Tu bouquines. Et oui. Et donc, j'en viens à ma question. C'est quoi ton livre en ce moment, Débo ? Moi j'adore les livres et donc j'en ai plusieurs. Ici pour l'instant je suis occupée de lire Bien blotti sous mon plaid. C'est bien sûr que Les poissons ont froid de Fanny Rué. Ah, je connais pas du tout. Et Fanny Rué, c'est une humoriste belge qui a aussi une chronique radio sur France Inter. Et alors, il y a aussi un deuxième livre que je lisais pour l'instant, qui est un petit peu moins drôle, mais aussi très intéressant. C'est Les Dragons de Jérôme Collin. Ah oui, on a beaucoup entendu parler de ce livre. Oui, et j'aime beaucoup les livres, mais j'avoue, j'ai une liseuse. Ah là là. C'est bien pratique aussi. Et là, pour l'instant, je suis plus sur un livre dans l'ambiance de Noël. Ah, oui. Ça c'est pas mal. Écoute, justement, pourquoi je te demande ça, c'est parce qu'aujourd'hui, ce sera notre sujet du jour, la lecture et plus particulièrement la passion de la lecture. Oui, et alors, ayant été prof, je sais que c'est pas toujours évident de motiver les élèves qui n'aiment pas lire et donc il faut pouvoir les mettre dans le bain, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont dedans, généralement on arrive bien à les accrocher, à les motiver et ce qui fonctionnait en tout cas dans ma classe à chaque fois, c'était le fait de lire un livre tous ensemble, mais le même livre et d'avoir des discussions par rapport à ce livre-là. Mais j'imagine que ça doit pas être toujours facile de motiver les élèves parce que en plus maintenant avec tout ce qui est téléphone, réseaux sociaux, notamment TikTok, c'est devenu une distraction qui donne de moins en moins envie d'ouvrir un livre parce qu'on est dans un monde ultra connecté, on est toujours tenté en fait de rester scotché devant même la télévision, à part le téléphone, quoi. Oui, on sait bien à quel point les écrans peuvent être addictifs et ce genre d'application aussi. Totalement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous allons aborder la question de où se situe la lecture dans les programmes scolaires de l'enseignement obligatoire. Quels sont les outils et les ressources à mettre en place pour transmettre cette passion à nos élèves. Et c'est avec plaisir que nous accueillons notre première invitée, Vanessa Dubaniewicz, conseillère pédagogique pour le service production pédagogique de la direction du fondamental au CEGEC. Bonjour Vanessa. Hello. Bonjour Marie, bonjour Déborah. Coucou. Mais comment tu vas aujourd'hui d'abord ? Je vais bien malgré la grisaille, le froid, la neige. Et puis j'ai des bons livres comme Déborah pour me remonter le moral. Ah. On voit les mordus de lecture. Oui. Alors, en quoi la lecture est-elle importante, en particulier dans le contexte de l'enseignement fondamental ? Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qui est prévu dans les programmes de l'enseignement fondamental ? Oui, alors les programmes de tout temps ont mis en avant l'importance de la lecture. Cette préoccupation, elle n'est pas neuve. Ça fait de nombreuses années que la Fédération Wallonie-Bruxelles et le CEGEC également se préoccupent des résultats en compréhension à la lecture obtenus lors des épreuves Pearls et PISA et des rapports de l'OCDE qui concernent l'apprentissage de la lecture. Mais la nouveauté maintenant dans le référentiel et donc forcément dans les nouveaux programmes, c'est un ajout non négligeable, c'est la culture littéraire et la place
de cette culture littéraire dans les apprentissages. Donc on va quitter la vision la vision fonctionnelle de la lecture et vraiment aller vers la globalité et donc en incluant la dimension culturelle. Et donc ces aspects-là, ils sont fortement mis en avant dans les parties du champ lire du programme, dans l'introduction, les facteurs favorisants, bien entendu. Dans les attendus, il y a la lecture littéraire, donc qui mêle la compréhension et l'interprétation d'un texte. On a toutes ces explications-là aussi dans les balises et sens. Et alors, les annexes, dont l'incontournable, ça je le dis, c'est l'annexe sur les genres de textes à travailler sur les 6 années du primaire. Et alors, quelles stratégies et outils sont proposés aux enseignants pour justement encourager les élèves à développer cet amour de la lecture dès le plus jeune âge ? Mais les outils sont nombreux, mais ils ne sont pas tous efficaces dans le cas de la lecture. Donc on peut en dégager certains qui vont vraiment faire la différence. Donc en maternelle, c'est vraiment la dimension de l'acculturation à l'écrit. Donc c'est mettre l'enfant en présence de livres, lire des albums jeunesse, faire s'exprimer autour des lectures. Ce sont des activités qui vont mettre en place les bases de la lecture. Et alors, un élément crucial dans la lecture, c'est le décodage et la fluidité de cette lecture. Donc, parce qu'un élève qui a une lecture qui est hésitante, qui est très lent quand il lit, qui se trompe entre les lettres, les sons, il n'aura pas accès au sens du texte, au sens de ce qu'il lit, donc il n'y prendra aucun plaisir. Donc, c'est vraiment, vraiment important de travailler la conscience phonologique, déjà en maternelle, à l'oral, et puis par la suite, au début du primaire, c'est vraiment un enseignement structuré et soutenu du décodage, et alors développer la fluidité de la lecture. Donc là, dans le programme P1, P2, dans l'introduction du champ lire, et dans l'annexe 3, on retrouve ces éléments-là. Alors, un autre exemple, c'est travailler l'inférence. Parce que l'inférence, ça permet la compréhension profonde du texte lu. Donc c'est lire entre les lignes, c'est faire des liens avec nos connaissances, et ça participe au développement de la culture générale. Alors la culture littéraire, ça je l'ai déjà un petit peu évoqué, et c'est la lecture littéraire à partir de textes résistants et authentiques. Donc ça implique de travailler sur l'objet livre, mais aussi à partir de l'objet livre. Donc d'en faire vraiment l'objet d'apprentissage, donc comprendre les mécanismes de création, par exemple en comprenant comment l'auteur s'y est pris pour écrire. Et à partir de cette lecture littéraire, avoir les écrits de réception. Donc les écrits de réception, c'est par exemple le journal de lecture. Donc le journal de lecture, dans ce journal, les élèves, ils consignent leur lecture personnelle, leurs avis par rapport aux lectures qu'ils ont rencontrées en classe, et certains points qui sont analysés et amenés par l'enseignant. Et chouette outil, ça. Très chouette, vraiment essentiel, et ça favorise aussi les discussions. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que c'était très bien de faire lire, c'était très bien de faire consigner, mais si les enfants ne partagent pas ce qu'ils ont écrit, ne partagent pas ce qu'ils ont ressenti à la lecture, on passe à côté de quelque chose. Donc c'est vraiment les discussions, et c'est le support, le journal de lecture, mais ça permet aussi de confronter le point de vue avec ceux des autres, ça permet de développer l'esprit critique, l'argumentation, et de s'ouvrir aussi à d'autres lectures auxquelles on n'aurait pas pensé ou pas envisagé au départ. C'est ce qu'on appelle les cercles de lecture ? Les cercles de lecture en font partie, oui, tout à fait. Et alors, pour continuer justement dans ces moments de lecture, c'est les moments de lecture individuelle. Donc on parle beaucoup de silence on lit ou du quart d'heure lecture maintenant. Durant ces activités, l'enseignant, il a une place aussi centrale, parce qu'il est soit le modèle, donc il va permettre la contagion de l'attitude de lecture, ou alors il va réaliser des entretiens de lecture. Et ça, c'est super important aussi, parce que c'est à ce moment-là que l'enseignant va pouvoir aller auprès de l'élève et voir où il en est véritablement dans sa lecture et ce qu'il a compris de cette lecture. Voilà. Et 2 points particulièrement importants, pourtant c'est au final, mais c'est très important aussi. En premier lieu, c'est de travailler sur plein de types de textes. C'est pas seulement les structures narratives, les livres documentaires et les structures composites, c'est super important. Lire l'image et le texte et mettre du sens derrière ça. Retrouver des informations dans ce genre, c'est essentiel, ne fût-ce que maintenant, pour avoir la fiabilité des informations. C'est vraiment très très important dans le développement de l'esprit critique. Et en plus, il y a certains élèves, le texte narratif, ça les laisse un petit peu froids. Par contre, ils prendront beaucoup de plaisir à lire des textes documentaires ou des textes informatifs. C'est vrai. Ça, c'est un gros préjugé qu'il n'y a pas assez de
diversité au niveau des textes, en effet. Oui. Et l'enquête Pearls, c'est ce qu'elle met en avant également. Hein. Finalement, au niveau narratif, on n'est pas si mauvais que ça. Mais au niveau des textes documentaires, aller rechercher les informations, ben oui, il y a encore des soucis. Ah oui, c'est intéressant donc de savoir, de s'ouvrir. Tout à fait. À ces textes documentaires. Et de nouveau, je conseille d'aller voir dans les annexes. L'annexe 1, il y a les genres de textes, justement, par année, donc faut pas hésiter. Et alors, un point qui est maintenant mis en avant beaucoup de fois, c'est l'enseignement explicite des stratégies de compréhension. Parce que là, en fait, l'enseignant, bien souvent quand il enseigne la lecture, on a l'impression que c'est un petit peu inné, que les enfants, ils ont déjà les stratégies en eux. Alors nous, oui, on est lecteurs confirmés, donc on a plein de stratégies qu'on met en place, etc. Mais on les a apprises. C'est pas inné. Et donc, par l'enseignement explicite, l'enseignant qui va enseigner, il met un haut-parleur sur tous les questionnements, sur tous les procédés internes qui lui ont permis d'accéder à la compréhension de l'écrit. Et donc, finalement, on va quitter l'idée que l'élève, il n'a qu'à faire un exercice par rapport à la lecture pour prouver qu'il a compris, et aller vraiment vers un apprentissage en profondeur avec une dimension réflexive par rapport à sa lecture. Ok, merci. Alors, comment les enseignants peuvent aborder la diversité des goûts et des niveaux de lecture au sein de leur classe? Parce que souvent, quand on parle de lecture, on pense directement à des romans, mais tout le monde n'aime pas lire forcément des romans, les BD, mangas, etc. Sont-ils aussi de la partie? Alors, on va commencer par le programme. Le programme, il préconise de lire entre 5 et 10 livres par an. Et les livres qu'on doit lire doivent être de grande qualité. Donc, pour cet aspect-là, la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis un lien vers la publication Les Incontournables de la littérature. Donc, cet outil, c'est bien, ça permet aux enseignants d'aller vraiment trouver des livres de littérature contemporaine ou des textes qui sont dits résistants. Donc, des textes qui amènent l'enfant à la réflexion sur leur lecture, le débat, la confrontation des points de vue. Donc, c'est essentiel pour l'apprentissage de la lecture. Mais ça, on peut le retrouver dans le programme, cette liste d'incontournables. Alors, ou le on lien. Le cite. On cite le lien vers les incontournables aussi. Donc voilà. Okay. On pourra peut-être le remettre dans le descriptif. On le mettra dans la description. Oui, hein. Voilà. Voilà, oui, ça c'est vraiment important parce que c'est vrai que c'est une liste. Alors, elle n'est pas mise à jour tous les ans. Oui. Ici, je pense qu'on est sur le 2018-2020, mais. Voilà, c'est déjà pas mal. Et ça propose vraiment selon le niveau de lecture. Donc ça, c'est vraiment super. Ah ouais, c'est top. Et ça propose aussi des bandes dessinées, des romans, des albums. Donc voilà, c'est pas limité à un seul genre. C'est vraiment diversifié. Parce que c'est vrai que si on reste véritablement dans la lecture de romans ou d'albums, on passe à côté de toute une série, puisqu'il faut une variété justement dans les genres de textes. Et donc là, de nouveau, je renvoie à l'annexe 1 avec tous les genres de textes, parce que là-dedans, on va retrouver de la BD, des poèmes, des chansons, des slams, des fables, bref, vraiment des genres de textes variés. Alors les mangas, bon là, c'est plus mon avis, donc je pense que c'est un genre de texte, c'est un incontournable en classe. Et c'est logique, ça vient de la culture de l'élève. Si on veut justement mettre la culture de l'élève au centre et partir de là pour le faire évoluer, il faut en tenir compte. Donc, ce serait vraiment une erreur de le mettre de côté, le manga. Non, voilà, il ne faut pas non plus se cantonner à lire des mangas. Oui, bien sûr. Oui, ça dépend aussi du type de manga, c'est pas toujours... Voilà. Mais ça, c'est vraiment très spécifique, le manga, parce que c'est vrai que les enfants, ils voient bien souvent les animés tout à fait. à la télé et hop, on va chercher le manga. Ouais. Et c'est pas toujours adapté à l'âge. Il y a des différences. Mais ça, c'est pas moi qui saurais vous expliquer tout ça. Je suis pas experte dans le manga. Non plus, t'inquiète. Il faut dire que des fois, les textes ne sont pas très très riches pour avoir un grand lecteur de manga à la maison. Voilà, oui. Et parfois, les caractères sont très très petits, donc c'est compliqué pour l'enfant pour pouvoir aller lire le texte. Mais ça dépend du manga. Et est-ce que selon toi, les parents ont-ils un rôle à jouer aussi dans cette transmission de la passion pour la lecture? Que les programmes scolaires incluent directement les parents aussi?
Alors, les programmes, ils ne décrivent pas explicitement ce que les parents peuvent faire, parce que les programmes, c'est pour les enseignants. Mais ils indiquent quand même que les élèves, quand ils arrivent à l'école, même pour la première fois, ils amènent leur culture familiale. Et cette culture familiale, parfois, elle est très, très différente de la culture scolaire. Et donc, dans ce cadre-là, forcément, l'acculturation à l'écrit de l'élève, dont il aura profité à la maison, avec ses parents, ça prend toute son importance. Puisque si le décalage entre la culture littéraire scolaire et la culture littéraire familiale est moindre, l'élève aura forcément plus de facilité pour intégrer les apprentissages qui s'y rapportent. Donc, les parents qui mettent en contact les enfants avec l'objet livre, ils permettent d'acquérir des compétences à l'oral, mais aussi avec l'émergence de l'écrit. Et ce seront des compétences nécessaires à l'école pour lire. Alors, lire une histoire à son enfant, en plus, je pense que c'est un rituel bien-être. C'est un beau cadeau qu'on leur fait. Chacun y trouve son compte. Et c'est un soutien pour ses apprentissages. Donc, moi, je pense qu'expliquer aux parents que c'est important de lire à la maison, c'est certainement un bon conseil à donner. Oui, même si on sait que tout le monde n'a pas cette chance, on n'est pas égaux non plus face à la lecture. Et moi, j'avais des élèves qui, l'objet livre, ne le connaissaient pas avant de venir à l'école. Donc, à ce moment-là, c'est à l'école à faire en sorte que cet objet prenne vraiment une place et s'installe même à la maison, du coup. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a des projets très très chouettes d'échange justement de livres avec les parents. Et c'est des moments qui sont très riches. Quels sont les principaux défis auxquels on peut être confronté lorsqu'il s'agit de transmettre la passion pour la lecture ? Alors, comme on l'a dit, tous les élèves ne sont pas égaux par rapport à la lecture. Évidemment. Et pour certains, la seule lecture qu'ils aient, c'est celle de l'école. Tandis que d'autres, eux, ils sont en contact avec les livres depuis leur naissance. Donc, c'est vraiment un défi pour l'enseignant de faire passer ce goût pour la lecture à tous. Et alors, là, une difficulté très fréquente, c'est l'élève qui, justement, n'a pas de contact, n'a pas de culture littéraire, n'a pas de contact avec ce livre. Et donc, même lors d'une lecture offerte, il va se sentir exclu. Donc, forcément, s'il se sent exclu, il ne va pas comprendre. Et donc, ça va le rebuter par rapport à la lecture. Puis, une deuxième difficulté, et là, c'est plus du côté de l'enseignant, c'est d'offrir une quantité et une diversité suffisante pour chaque élève, pour que chacun puisse y trouver son compte. Donc, il faut compter 5 à 8 livres par élève pour une bibliothèque de classe, mais aussi de tout niveau de lecture, et reprenant les genres principaux développés en classe. Donc, ça peut être décourageant, simplement au niveau du budget. Bien sûr, Comme on sait que les enseignants mettent très souvent de leur poche. Voilà, exactement. Donc, et même par rapport à l'offre, parce que maintenant, l'offre de littérature jeunesse est très, très diversifiée. On l'a vu simplement avec les mangas. Et donc, les enseignants, parfois, ils sont démunis face à cette offre. Depuis 2015, depuis 2015, il y a une explosion dans la littérature jeunesse. Et donc, c'est de plus en plus compliqué, d'où les incontournables. C'est vraiment important. Et aussi, dans l'introduction du chant lire, on a pas mal de pistes pour éviter toutes ces difficultés-là. Donc, je conseille d'aller... Oui, ça c'est vraiment super, parce que je me suis rendu compte justement en préparant le podcast, en allant voir sur la communauté BookTok, il y avait énormément de présentations de livres, mais je me suis dit, mais après, lequel choisir pour sa classe, pour ses élèves. En même temps, c'est très très riche, mais c'est vrai qu'on peut se sentir perdu en tant qu'enseignant. On peut se sentir perdu. Et alors, une chose que les enseignants parfois font avec les plus petits, c'est que ils achètent des livres, bien souvent de leur poche, et ils les mettent dans une belle armoire. Et les enfants ne peuvent pas les toucher. On les sort uniquement quand l'enseignant le lit. Alors, ça part d'une bonne intention, c'est le respect du livre, etc. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, l'enfant est très frustré parce qu'il a l'impression qu'il y a les livres pour lui et les livres pour l'enseignant. Et donc, on passe à côté d'une petite chose au niveau de l'acculturation à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est vrai que, parfois, ça fait mal quand on les voit manipuler. Oui. Mais en même temps, c'est tellement gai de les voir manipuler. Mais voilà, tout à fait. Un mal pour un bien, comme voilà. Alors Vanessa, en quoi est-ce que les livres contribuent à l'apprentissage des élèves, mais au-delà de la simple acquisition de compétences en lecture ?
Alors, grâce à la compréhension profonde des textes, donc on l'a vu avec l'inférence par exemple, et par le fait qu'ils aient une variété de textes devant eux, on va pouvoir développer des liens avec d'autres disciplines. Alors on pense souvent aux textes documentaires parce que ça fait écho à l'histoire, à la géographie ou aux sciences, mais plus que cela, les stratégies même de lecture et de compréhension vont pouvoir être transférées dans d'autres situations. J'ai toujours cet exemple avec la lecture de problèmes en maths. Bien, ça suppose une compréhension, ça suppose vraiment des mécanismes de lecture vraiment développés et plus à la limite que l'opération mathématique en elle-même. Donc, j'étais super nulle en problème. Je repense, moi, aux épreuves du CEB. Je ne sais pas si c'est aux élèves. Je dis, mais mince, c'est pas sur les maths qui bloquent, c'est sur la lecture de la consigne. Exactement. Dans une conférence, je n'ai plus le nom du scientifique qui avait mis ça en avant, mais qui disait que justement, dans le CEB, il y avait eu une question avec un tiers de 36. Et il y avait eu des résultats catastrophiques. Mais parce que les enfants, en fait, n'avaient pas compris que le tiers fallait diviser par 3. Donc, c'était le mot de vocabulaire tiers qui posait problème. Donc, c'est vraiment là. Et c'est pour ça qu'on a, dans le programme et dans les référentiels, maintenant, on a le FLESCO. Voilà. Le FLESCO, la langue de scolarisation, c'est pour ça, justement. Et puis, il y a aussi toute la dimension sociale et interactive de la lecture. La lecture, c'est aussi une ouverture sur le monde. Ça va développer la culture générale des élèves. Bref, la maîtrise du français bénéficie à toutes les disciplines. Et toutes les disciplines permettent de travailler la maîtrise du français. Super tout ça. Alors, il y a de nombreuses écoles, évidemment, de notre réseau qui ont mis en place plusieurs activités pour transmettre cette passion. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a l'école du bonheur à Woluwe-Saint-Lambert qui a décidé de mettre en place les 15 minutes de lecture. Je pense que ça fait vraiment contagion dans beaucoup d'écoles maintenant actuellement. On a le collège Notre-Dame de Comines qui a mis en place en maternelle des sorties à la bibliothèque, des animations, des sacs à livres tous les 15 jours et en P1 des ateliers écrivains et cahiers d'écriture autonomes. Vanessa, les sacs à livres, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler ? Alors, les sacs à livres, oui, bien que je n'ai eu qu'une seule animation là-dessus, mais c'est très intéressant. En fait, les sacs à livres, ce sont tous les objets que l'on retrouve dans l'environnement de l'enfant et qui vont aller mettre par rapport au livre. Donc, tous les objets qui lui font penser au livre, on vient les mettre donc en proximité. On parle aussi de panier à livres aussi. Et donc, voilà, sympa. comme ça, l'enfant a vraiment le contexte du livre au travers d'objets qu'il connaît. C'est intéressant. Ça peut être par exemple un marque-page. Oui, ça peut être un marque-page ou bien ça peut être un doudou. Ah oui. Un doudou ou bien si ça parle du soleil, on vient mettre une petite carte avec le soleil ou des choses comme ça. Des couleurs, des matières, de tout. Voilà. C'est vraiment aussi attrait au contenu du livre, de l'histoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Alors, à l'école Saint-Jean de Genappe, on réalise un rallye lecture de la P2 à la P6 et des sacs à livres aussi en P1, la lecture orale, en tout cas en P1, P2, le temps de lecture de toute l'école et le projet Naramus maternelle et début primaire, qui est une boîte de présentation de livres en P6. Alors, vraiment, on voit que les écoles sont créatives. Alors, quels sont les 3 conseils que tu donnerais aux écoles qui n'ont pas encore sauté le pas pour proposer ce genre d'activité ? Pas un de plus. 3, promis. C'est dur. Oui, parce que c'est très vaste. En fait, il y aurait beaucoup à dire. Mais oui, plus, en plus, suivant le niveau des élèves. Voilà, tout à fait. Mais on va essayer de rester généraliste. Voilà. Mais premièrement, c'est travailler justement cette acculturation, on en a déjà parlé. Donc, c'est mettre l'enfant en contact avec l'objet livre via le coin lecture ou la bibliothèque d'école. Alors, le coin lecture et la bibliothèque d'école, là, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Parce qu'il y a peu d'études qui ont interrogé justement cette organisation autour du livre. On a Giasson, on a Freire et Vadkar, qui mettent en évidence, l'importance du nombre du livre, de livres proposés, leur qualité, mais surtout qui mettent en avant l'organisation spatiale de cet endroit-là. Donc ça doit être un lieu accueillant et fonctionnel, vraiment pour amener l'enfant vers le livre. Alors oui, c'est de nouveau un investissement en temps, parce que ça prend du temps de meubler, d'organiser.
ça... C'est vrai qu'on parlait au début de l'émission, le fait de se mettre dans son petit fauteuil bien bleu, Voilà, avec un petit LED, au fait, recréer une ambiance cocoon, au fait. L'ambiance cocoon, à la limite, je dirais même le books cocooning. C'est pas mal, on va le reprendre. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que oui, le temps, ça prend du temps. Ça prend du matériel. Mais oui, trouver des petits meubles, des petits fauteuils, des armoires où on peut classer les livres, etc. Mais on en tire tellement d'avantages par la suite, ne fût-ce que pour les activités, comme silence on lit, le quart d'heure lecture. Mais c'est vraiment important. Donc ça, c'est la base. C'est la base. Et il y a aussi quand même pas mal de projets qui au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme Auteur en classe, La plume au bout de la langue, qui vont fournir justement des aides par rapport à l'acculturation à l'écrit. Donc il ne faut pas passer à côté, il faut essayer d'en profiter. Deuxièmement, c'est faire du livre un objet d'apprentissage. Donc comme on le voit dans les programmes, mais notamment au travers de la lecture littéraire, et alors le proposer à tous dans les activités de classe. Donc même les moments de lecture personnelle, les lectures personnelles, c'est pour tous, pas forcément pour celui qui a fini en premier l'exercice. Parce que le petit qui n'a pas fini son exercice, qui se dit « flûte alors, j'irai pas au coin lecture », mais il a besoin justement de cette lecture-là. Donc voilà, c'est super important. Et parce que ces élèves-là, qui ont peut-être plus de difficultés en lecture, c'est peut-être eux aussi qui ont le moins de contact avec le livre. Oui. Donc essayons de pallier à ça justement. Et en plus, ces moments-là, c'est l'occasion pour les enseignants de faire des entretiens de lecture. Donc voilà, tester la compréhension, ces moments-là. Donc c'est pas du temps perdu. Et alors, justement, pour rebondir là-dessus, je vais citer Philippe Mérieux, qui dit qu'il faut perdre du temps pour ne pas en perdre par la suite. Et donc, il ne faut pas se dire que faire lire les élèves seuls, c'est perdre son temps. Non, s'il n'y a pas de feuille d'exercice corrigée à la fin, ce n'est pas un drame. Il y a d'autres supports, il y a d'autres activités, comme la discussion littéraire, comme le journal de lecture, qui sont aussi très enrichissantes. Donc, en laissant vraiment le temps à l'élève de consigner ses observations dans un journal de lecture, en l'amenant à le consulter, à confronter ses représentations sur les livres au fil du temps aussi. Revenir, voir, tiens, ça a évolué ou pas. Et bien à ce moment-là, il va développer des aptitudes de compréhension qui non seulement serviront au français, mais on a vu qu'ils serviront aussi dans toutes les disciplines. Donc la lecture personnelle, le journal de lecture, ce sont des activités super importantes pour le développement du sujet lecteur. Merci beaucoup Vanessa pour cet échange super enrichissant. Je sens que Déborah est pleine de positivité. Ah oui. Ce moment était trop court. Il y aurait moyen de le faire beaucoup plus long. Oui. Pourtant, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Même. Mais en tout cas, on a été ravis de t'accueillir dans notre podcast pour parler de ce sujet. Et maintenant, Déborah va vous présenter C'est mon plan. Merci. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Alors, Marie, pour les bons plans de cet épisode, ce n'était pas vraiment évident de choisir. Car moi, je me dis toujours, choisir, c'est aussi renoncer. J'avais envie de vous parler de plein de choses. Et donc ici, voilà, on va un petit peu se tourner vers les élèves du secondaire qui, comme tu le disais au début de l'épisode, sont très attachés à Internet et aux réseaux sociaux et chez qui il n'est pas toujours facile de perpétuer le plaisir de lire. Ne diabolisons pas toujours la toile et ses réseaux sociaux où certains beaux plans peuvent s'y trouver. Oui, j'avais envie de vous parler de la Bibliothèque des ados, donc un podcast de France Inter animé par 2 libraires de jeunesse passionnés, Camille Billard et Anna Pascal. La Bibliothèque des ados, c'est 4 minutes pour présenter un roman, une BD actuelle, de tous les genres pour un public ado de 10 à 16 ans. Une présentation avec un résumé du livre, des extraits lus, un petit mot sur l'auteur et l'illustrateur, des thèmes abordés et le public ciblé, tout ça sous un fond sonore musical. Sympa. Donc en résumé, c'est un petit podcast qui est hebdomadaire, à destination des ados, des parents et des enseignants qui sont à la recherche de lecture contemporaine, si je comprends bien. Oui, tout à fait Marie. Nous parlons justement de la difficulté parfois pour les enseignants de choisir des livres pour leurs élèves. Ce podcast est fait pour eux. Déborah, tu nous parlais des réseaux sociaux.
En préparant cet épisode, je t'avais parlé de la communauté BookTok. Bon, donc pour ceux qui ne savent pas, le BookTok, en fait, c'est des revues littéraires sur TikTok, le réseau social. Et je pense que tu as jeté un petit coup d'œil et que tu es devenue peut-être accro. Bah oui, Marie. Et pas qu'un seul coup d'œil d'ailleurs. J'écoute tes bons conseils et aussi ceux de Luc de Brabander qui conseillait aux enseignants justement d'aller voir ce qui se passait sur TikTok. Et étonnant. Autant dire que le temps passe très vite sur TikTok. Ah ça, c'était un piège. Ah ouais, tout à fait. Faut y aller, mais pas trop non plus. Alors, comme dans l'épisode précédent, j'avais trouvé de chouettes bons plans pour traiter de l'actualité avec les élèves. Je n'ai pas été déçue cette fois-ci non plus. BookTok, c'est le hashtag qui regroupe les fans de littérature sur TikTok et qui consiste à poster des vidéos sur ses lectures et à faire des recommandations. Une communauté qui a de l'influence jusque dans le monde de l'édition. C'est un peu le nouveau cercle de lecture 2.0 avec plus de 160 milliards de vues sur TikTok en fait. Rien que ça. Seulement. Comme sur la toile aussi, il y a du bon, du très bon et du mauvais. Comme pour tout sur Internet, il ne faut pas oublier de garder toujours son esprit critique. Bien sûr. Et de nombreux créateurs de contenu sont spécialisés sur les livres de science-fiction, de fantasy, de fantastique. On peut retrouver aussi d'autres genres évidemment, des titres qui étaient peut-être passés inaperçus au moment de leur sortie, ont soudainement gagné une notoriété considérable grâce aux recommandations virales de BookTok. C'est vraiment dingue. C'est le cas par exemple pour le livre Le chant d'Achille de Madeline Miller qui était sorti en 2012. Oui. Les auteurs, les éditeurs et les libraires ont également réagi à cette tendance en s'engageant davantage avec la communauté BookTok. Et est-ce que tu penses à un profil en particulier sur TikTok, BookTok ? C'était pas facile non plus, tellement difficile de choisir et tellement il y en a des profils. Alors je vous conseille 2-3 que j'ai repérés. Donc c'est sophieli.ca. C'est une Québécoise qui vit à mi-temps en Belgique aussi, j'ai lu, avec plein de recommandations de lecture pour les ados et pour leurs profs. Et une Belge, Molly. Alors ça s'appelle Molly and Her Books. On vous mettra tout ça dans le descriptif. Évidemment. Je vous conseille aussi Alice Jeunesse pour les maisons d'édition, qui est vraiment un petit bijou dans le monde de l'édition et qui s'est aussi ouvert au monde BookTok. Sympa tout ça. Alors, moi, je vous conseille d'y plonger dans ce monde de BookTok. Et n'hésitez pas à nous partager également vos bons plans BookTok, BookTube. Donc, la même chose, mais version YouTube. Et le Bookstagram, encore une fois, même chose, mais version Instagram, en commentaire. Ça nous ferait vraiment plaisir de découvrir vos pépites. Oui, j'aimerais bien avoir tout ça. On met sur la liste, la to-do list. Et pour terminer, nous voulions aussi mettre en avant notre invitée du premier sujet, donc Vanessa, qui, je le rappelle, travaille en tant que conseillère pédagogique pour le service de production pédagogique pour la direction de l'enseignement fondamental au CEGEC. Alors oui, Vanessa est enseignante, passionnée, vous l'avez entendu, par le monde des livres. Et sachez qu'elle est aussi auteure de plusieurs livres, dont Le Monde de Borgos, premier tome d'une chronique de 5 volumes. Alors, pour la petite histoire, donc Sonia, une jeune écrivaine de talent, élevée dans la demeure familiale par sa grand-mère, va découvrir un miroir au pouvoir mystérieux. Cet objet magique va l'emporter dans un monde étrange et dangereux. Sur sa route, elle rencontrera rois et reines d'antan, princes et elfes, ainsi que le terrible empereur noir Borgos. Alors, entre amour, haine, lutte et désir, Sonia trouvera-t-elle son chemin ? Ça donne envie. Oui. Alors, cette série est plutôt destinée aux adolescents et jeunes adultes. Mais bon, Vanessa est institutrice à la base et donc elle m'a confié que ses élèves lui avaient réclamé aussi qu'elle puisse écrire pour eux. Et je pense qu'elle a écrit aussi avec eux, en collaboration avec eux. Donc un autre petit roman, donc c'est les merveilleuses aventures de Phineas Lynch, un roman pour les enfants à partir de 8 ans qui est accompagné d'un dossier pédagogique et qui est publié par les éditions Gai Savoir. Et c'est pas tout ? Non. Vanessa a aussi publié 2 livres aux éditions Entre 2 pages. Donc, un premier, Bout d'arc-en-ciel, qui raconte l'histoire d'une petite fille nommée Bout d'arc-en-ciel qui veut aller rejoindre les étoiles. Elle décide de tout quitter pour y parvenir, mais les étoiles semblent plus inaccessibles qu'il n'y paraît. Bout d'arc-en-ciel croit en ses rêves et ne perdra jamais espoir. Oh, ça a l'air très mignon. Oui. Et un deuxième, donc toujours aux éditions Entre 2 pages, qui s'appelle Milibou,
Alors, 1000 hiboux, c'est une famille de hiboux qui vit dans une sombre forêt et un soir des cris percent le silence de ces bois. Mais qui perturbe ainsi leur tranquillité ? Là, on a 2 albums qui sont adaptés aux enfants dès 3 ans et en lecture seule dès 6-7 ans. Petit plus pour l'album 1000 hiboux qui est adapté aux enfants dyslexiques apparemment. Oui, cet album a été conçu avec l'aide de professionnels du langage et aussi ne pas oublier les magnifiques illustrations de Marca. Et sans transition, nous passons avec un bon plan pour le 2e sujet de cet épisode sur le développement durable. Tu voulais nous parler du magazine Symbiose, il me semble. Oui Marie, donc Symbiose explore l'éducation à l'environnement à travers des dossiers thématiques, aussi bien de la forêt au patrimoine, en passant par la créativité, l'eau et bien d'autres sujets encore. Que vous soyez enseignant, animateur, conseiller en environnement ou parent, ce trimestriel vous offre des ressources concrètes pour construire des projets éducatifs autour des questions environnementales. Ça a l'air super sympa et qu'est-ce qu'on trouve exactement dans les pages de Symbiose ? Alors le contenu du magazine est à la fois pratique, pédagogique et vivant. Il partage des expériences réussies d'écoles, d'associations et de communes, offrant ainsi des exemples concrets pour inspirer le passage à l'action. Des experts enrichissent le débat et le magazine propose également des adresses utiles, des outils incontournables, des recettes d'activités, des trucs et astuces, ainsi qu'un agenda des rendez-vous d'éducation à l'environnement. Alors, il est consultable en ligne gratuitement et on peut aussi s'y abonner pour 12 € pour ce qui correspond à 4 numéros pour l'année. Ah oui. C'est vraiment une mine d'or pour promouvoir l'éducation à l'environnement. Et qui est derrière ce magazine qui a l'air incroyable ? Alors, à la barre de cette revue se trouve l'ASBL Réseau ID, donc pour ID pour information et diffusion en éducation à l'environnement. Vous trouverez d'ailleurs sur leur site, qu'on mettra aussi en descriptif, une série de services gratuits complémentaires au magazine comme des bases de données, un agenda, une newsletter, un service d'information et un centre de documentation personnalisé. Gérald va maintenant nous parler plus en détail dans la 2e partie de cet épisode de Réseau ID. Merci beaucoup Déborah. Alors avec plaisir Marie, et avant de vous quitter, je voulais vous souhaiter de très belles et douces fêtes de fin d'année à tous et je vous donne rendez-vous en 2024 avec d'autres bons plans et d'ici là, prenez bien soin de vous. Joyeux Noël et bonne année. Merci. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Potager à l'école, le label EcoSchool, l'école zéro déchet, verdurisation des cours de récré, augmentation de la mobilité douce à l'école, intégration des objectifs de développement durable dans les cours ou bien dans les formations, j'en passe et des meilleurs. La prise de conscience de l'importance d'intégrer le développement durable au sens large est de plus en plus importante dans nos écoles. Et c'est une chance, même si certains diront que c'est aussi une urgence. Alors, quoi qu'il en soit, et pour prolonger un peu le dossier d'entrée libre, qui était justement dédié au lien qui unit le monde de l'éducation au développement durable, bon, ça fait un petit peu d'autopromo, ça fait jamais de mal, eh bien, on reçoit aujourd'hui Natacha Sensik, du service pédagogique du réseau ID. Bonjour Natacha. Bonjour Gérald. Je disais donc que tu représentes aujourd'hui le réseau ID, une ASBL qui existe depuis 1989, qui est basée à Bruxelles et qui est très active dans le monde du développement durable, mais au sens très large, on va en discuter. Mais le plus facile, et à mon avis surtout le plus clair, c'est de te laisser présenter le réseau ID, nous parler un peu de ses missions, ses valeurs et les services que vous proposez. Alors il faut savoir que le réseau ID en fait est né en 1989 d'une volonté d'associations actives en éducation relative à l'environnement, qui avait envie de se structurer donc en réseau pour échanger de l'information et diffuser des pratiques d'éducation relative à l'environnement. Aujourd'hui, le réseau ID, en fait, c'est une fédération qui regroupe 145 associations qui sont actives en éducation relative à l'environnement en Wallonie et à Bruxelles. Donc on travaille sur différentes thématiques. Les associations travaillent avec différents publics. Vous avez cité plein d'exemples de projets qui sont menés dans les écoles. Il faut savoir que nos missions prioritaires en tant que fédération, donc c'est vraiment d'une part d'assurer en fait un rôle de réseautage de nos membres, donc de renforcer la mise en réseau des acteurs éducatifs qui sont intéressés par l'éducation relative à l'environnement, en organisant par exemple des journées de rencontres, des moments d'échange, des partages d'expériences ou de réflexion. Donc on organise par exemple les rencontres de l'éducation relative à l'environnement. Et dans ces missions de fédération, on a aussi une importante mission de plaidoyer où on va donc pouvoir promouvoir de meilleures politiques d'éducation relative à l'environnement au travers d'un plaidoyer et d'un dialogue avec les pouvoirs politiques afin de représenter et de défendre le secteur. On sait qu'à l'aube des élections 2024, cette mission est importante. Effectivement,
C'est sûr, 2024 et Memorandum, on pourra peut-être même en reparler un peu plus tard d'ailleurs. Voilà, exactement. On a aussi une mission en fait d'information, de production et de diffusion d'éducation relative à l'environnement. Donc l'objectif, c'est vraiment d'offrir aux enseignants et enseignantes, animateurs et animatrices, des informations claires et centralisées sur l'éducation relative à l'environnement. Donc on va pouvoir parler des organismes qui sont actifs en Wallonie et à Bruxelles. On va parler de leur activité, des formations qui sont proposées, des stages, des activités extrascolaires. Et en fait, on fait diffuser et connaître les initiatives d'éducation relative à l'environnement, notamment au travers de notre magazine Symbiose, qui est un trimestriel qui est envoyé à toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et enfin, une mission d'éducation. Donc, vous avez dit que je travaille au service pédagogique, donc c'est en effet le département dans lequel je travaille, où ma mission est vraiment de conseiller et d'accompagner les individus ou les collectivités qui ont envie de travailler des activités, de mettre en place des activités d'éducation relatives à l'environnement. Donc là, on les accueille et on offre un service personnalisé pour les orienter vers des ressources utiles, pour les aider à la conception d'activités ou pour les aider à concevoir leurs projets aussi de manière plus réflexive. Ok, bah donc on voit que c'est vraiment très très large finalement, hein, les services, les missions, etc. Juste pour revenir et pour que ce soit clair pour tout le monde, le réseau ID, ID c'est un acronyme, ça veut dire quoi exactement le réseau ID ? Alors déjà le mot réseau c'est en effet tisser des liens, hein. Donc on a de nombreux acteurs, j'ai dit qu'il y avait 145 associations au sein de la fédération, donc il y a vraiment cette volonté de tisser des liens, en fait un petit peu comme une toile d'araignée, et donc ID c'est l'acronyme d'information et diffusion en éducation relative à l'environnement. On le fait surtout donc prioritairement en Fédération Wallonie-Bruxelles, même si on a quelques projets plutôt à l'international, je pense notamment à un projet européen sur l'éducation par la nature, projet européen qui s'appelle e-Connect, voilà, qui se déroule en fait avec 3 pays, la Belgique, la France et la Grèce, autour de l'éducation par la nature, des différentes approches, l'approche sensible, émotionnelle, et donc on essaye vraiment d'éduquer aussi aux enjeux globaux de leur complexité. Ok, c'est aussi pour ça que sur le site internet on voit une espèce de photo comme ça, une toile d'araignée, et on voit que le réseau commence à sortir petit à petit de la Belgique. Je suppose que c'est positif de voir que finalement ça s'étend de plus en plus. Oui, tout à fait. On s'inspire aussi beaucoup de ce qui se fait à l'étranger du côté francophone, que ce soit en France, en Suisse ou au Québec. En fait. Voilà. Ok. Bon voilà, on a eu beaucoup d'informations ici, beaucoup de théories, c'est super. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple concret de ce que ça pourrait représenter comme projet finalement pratique sur le terrain ? Alors, dans les écoles, il y a énormément de projets qui sont menés. Donc, vous en avez cité certains. Donc, ça va être des potagers à l'école, ça va être travailler la thématique de la biodiversité, en essayant de verduriser aussi les cours de récréation. Ça peut être de mener des projets plus en lien aussi avec le fait d'aménager un compost à l'école. Donc, c'est vraiment plein de thématiques différentes. On va aussi bien proposer des projets de mobilité active pendant la semaine de la mobilité, par exemple. Donc, ça peut vraiment prendre plein d'aspects différents. Oui, c'est ça, plein de formes, plein d'aspects en fonction finalement de ce que les écoles veulent mettre en place ou de ce qui les intéresse tout simplement. Exactement. Ouais. Ok. Alors, pour continuer justement avec les écoles, il y a aussi énormément de ressources à disposition des enseignants, avec d'une part une très large base de données d'outils pédagogiques. Alors, on en a déjà parlé, mais ils sont classés par thème, par support, par public, par cible, par année de création. Enfin, voilà, il y en a vraiment beaucoup, je ne sais même plus les quantifier. Je disais quelques milliers, je ne sais pas si je me trompe. Plus de 5000. Ah ouais, plus de 5000, voilà, c'est ça, j'avais peur de dire une connerie, mais finalement, il y en a plus de 5000, donc c'est énorme. Mais comment est-ce que vous procédez pour tout simplement prendre connaissance de tous ces outils ? Est-ce qu'ils sont testés ? Est-ce qu'ils sont analysés ? Comment ça se passe ? Alors, au sein du service éducatif, on a la chance de travailler avec une documentaliste qui fait un travail de veille incroyable. Et donc qui est à l'affût vraiment de toutes les nouveautés qui pourraient sortir, que ce soit aussi bien en album jeunesse, mais aussi en dossier pédagogique, en outils, en activités. Donc elle fait vraiment un travail de veille incroyable. Et donc on a des conseillères pédagogiques en fait qui vont aussi analyser ces outils et ils sont tous mis à disposition dans notre centre de documentation. Situé rue Royale, vous pouvez venir visiter, prendre rendez-vous, consulter les ouvrages. On a aussi une antenne à Namur où on a un petit peu moins d'outils, mais voilà, vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour consulter et rencontrer la conseillère pédagogique qui travaille là-bas. Oui, c'est ça. Alors, on va certainement le remettre dans la description du podcast, mais je vais en profiter parce que tu en as parlé. Donc, il y a la bibliothèque qui est accessible pour prendre connaissance de toute ressource. Sous rendez-vous, c'est ça ? Comment ça se passe ? Oui. Ok. Alors, effectivement, on a le site Réseau ID, on a le magazine Symbiose, on a un newsletter, on a aussi le webzine Monde qui bouge. Ça fait beaucoup finalement de sources d'informations différentes aussi. L'idée, c'est vraiment d'outiller les enseignants
d'être le plus efficace possible. En fait, l'éducation relative à l'environnement, c'est un domaine où il y a différentes approches qui sont très larges. On va avoir peut-être une approche qui va être plus scientifique, ou une approche qui va être plus de travailler avec les émotions, ou qui va vouloir recréer du lien entre l'enfant et la nature. Et donc on va avoir une diversité d'approches et une diversité de thématiques. Ça va être des questions liées à la biodiversité, à la qualité de l'air, ça peut être lié à la santé, à la mobilité. Donc il y a vraiment énormément de thématiques qui sont traitées en éducation relative à l'environnement. Et donc en fait, pour outiller correctement les enseignants, c'est bien d'avoir aussi différentes ressources et différents malles pédagogiques ou des dossiers qui sont consultables pour pouvoir au mieux outiller les enseignants en fonction de la thématique qu'ils ont vraiment envie de travailler avec leurs élèves. Ok, la transition est toute faite, parce qu'on a parlé des outils pédagogiques par milliers qui sont recensés. On a aussi les outils pédagogiques maison, c'est un peu les malles. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple d'une des malles pour la présenter un petit peu et voir un peu ce qu'un enseignant peut y retrouver dedans? Alors, dans les malles, vous allez retrouver une sélection, c'est vraiment une sélection des outils qui sont soit classés par documents d'information, qui sont plutôt à destination des enseignants et des enseignantes, mais il pourrait y avoir aussi des fiches pour les élèves, par exemple. On va retrouver des documents d'information, on peut retrouver aussi des albums jeunesse, on peut retrouver des jeux, voilà. C'est vraiment une sélection d'outils en fonction des différentes thématiques. Là, on a par exemple une malle énergie-climat sur laquelle on est en train de travailler et qui sera finalisée en 2024 parce qu'il y a énormément de nouveaux outils qui sortent pour éduquer aux enjeux climatiques. Et donc celle-là, il fallait la mettre à jour. Donc voilà, elle sera disponible, mise à jour pour fin 2024. Alors au niveau pratique, pratico-pratique pour ce truc-là, c'est une durée d'1 mois maximum pour chaque malle de location. C'est gratuit? C'est gratuit, il faut juste laisser une caution de 100 €. Ah ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Et alors effectivement, au-delà de ça, il y a aussi des petits jeux, pas des mini-malles, ou je ne sais pas comment on peut les présenter, mais là la caution est un peu moins grande, mais ils sont aussi réservables et empruntables, etc. Oui, la caution c'est de 50 € pour emprunter un jeu, et c'est généralement des jeux qui sont produits par nos membres par exemple, et donc on met à disposition des enseignants. Ok, alors ça c'est vraiment très pédagogique, c'est très pratique. Au-delà de tous ces outils pédagogiques, comment est-ce que le réseau ID, on en a déjà pu parler, mais comment est-ce qu'il collabore avec les écoles finalement au quotidien? Alors on va avoir vraiment plusieurs missions. On va travailler vraiment avec les équipes éducatives. Donc nous, notre mission, c'est pas du tout d'aller faire l'animation dans la classe. Ça, c'est vraiment plutôt les missions de nos membres, le cœur de métier de nos membres. Donc nous, on va plutôt accompagner les équipes éducatives, soit dans des journées pédagogiques, ou en participant à des colloques, ou en allant faire des visites de terrain, faire des retours d'expérience, participer à certains jurys, par exemple le label EcoSchools à Bruxelles ou le jury École Durable en région Wallonne. Donc voilà, on va plutôt accompagner les équipes éducatives, essayer de les outiller pour qu'ils travaillent ces thématiques-là de façon autonome. Ok, donc c'est pas vraiment sur le terrain concret, enfin c'est pas votre mission, c'est d'abord d'accompagner, de former plutôt les enseignants et de leur laisser finalement gérer le programme une fois qu'ils sont bien formés, bien outillés. Oui, voilà, et donc l'animation vraiment en classe, c'est plutôt le travail de nos membres. Ok, alors on a beaucoup parlé de l'école. On sait que dans quelques temps, c'est le 3 décembre, il y a une nouvelle marche pour le climat qui est organisée. Est-ce que vous avez un devoir d'information, de relais de ce genre d'événement qui est vraiment lié ici à l'environnement et donc à la thématique que vous défendez? Alors évidemment, on y participe. Donc on relaie l'information. On relaye l'information auprès de nos membres, donc pour aller marcher ensemble. Et alors on va relayer aussi toute une série d'informations qui sont liées à la marche pour le climat du 3 décembre, en effet. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations comme ça? Il y a d'autres événements du même type qui sont relayés par le réseau ID? Je sais pas, là, il y a les marches pour le climat, c'est un bon exemple. Est-ce qu'il y a d'autres événements que vous mettez régulièrement en avant? Alors là, j'aurais peut-être envie de parler de la charte pour un enseignement à la hauteur de l'urgence écologique. Okay. Donc il faut savoir qu'il y a un collectif d'enseignants qui de tout niveau confondu, fondamental, secondaire ou supérieur, qui se sont mobilisés pour réclamer en tout cas plus d'éducation relative à l'environnement face à l'urgence climatique. Donc, dans les nouveaux référentiels, il y a des ports d'entrée qui peuvent en tout cas servir pour faire de l'éducation relative à l'environnement, mais en tout cas, les enseignants se mobilisent pour dire qu'il y a vraiment urgence à s'investir et s'impliquer face à l'urgence écologique, quoi. Effectivement, c'est une belle charte. Et alors, la transition est aussi toute faite. On le retrouve dans le dossier d'entrée libre, qui est paru ce mois-ci. Et donc, voilà, c'est bien de le signaler. Question peut-être plus compliquée. Il y avait ce fameux dossier d'entrée libre. On avait reçu Laurent Livens, donc un de mes collègues, qui l'a interviewé. Je ne sais pas si tu connais un petit peu l'histoire de Laurent Livens. C'était un peu
Tout simplement, lui, il avait démissionné de la LSM en disant, ben voilà, en raccourcissant, parce que voilà, il y a beaucoup de détails et on ne peut pas se le permettre ici de développer pendant 2 heures, mais de dire que voilà, il trouvait que tout ce qui était changement, des projets durables, etc., au sein des écoles, comme des potagers collectifs, c'est quelque chose de très positif, mais en fait, c'est assez dérisoire par rapport à l'urgence climatique globale, et que pour lui, il n'y a pas de problème à continuer à mettre ces projets en place, mais qu'il faut dire aussi qu'ils sont assez dérisoires par rapport à l'urgence climatique. C'est ce qu'il parlait de changements de type 1, qui sont des petits changements, et des changements de type 2, qui sont des changements plus vraiment systémiques, besoin de faire tout évoluer. Je ne sais pas si le réseau ID a un avis par rapport à cette conception finalement de tout ce qui est développement durable, environnement et de la lutte pour faire de... Enfin, il y a le slogan, là, il n'y a pas de planète B. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Alors, c'est vraiment au cœur de nos réflexions, hein, évidemment. C'est vraiment un fil rouge depuis de nombreuses années. C'est vraiment d'essayer d'amener ces réflexions et des propositions qui stimulent des changements qui sont fondamentaux. Donc face à l'urgence, on se sent parfois démuni. L'éducation, ça prend en effet du temps, hein, mais il faut aussi, en fait, ça passe par une éducation aux éco-gestes, on va dire, mais ça va au-delà. Donc il faut aussi, à un moment donné, un peu politiser le discours, quoi, et donc d'amener ces mesures politiques à un moment donné sur la table pour dire ok, si on veut un changement de société, il faut aussi aller jusque-là. Oui, c'est ça, il faut se bouger, il faut provoquer une réaction un peu plus en haut lieu que juste finalement, entre guillemets, dans les écoles ou dans les petites associations comme ça. Il faut pouvoir relayer le message un peu plus haut encore. Oui, c'est ça, tout à fait. Et notre tâche, c'est vraiment d'éviter le discours simpliste et de proposer plutôt aussi des récits inspirants, lucides et mobilisateurs pour demain. De ne pas se retrouver paralysé dans l'inaction et aussi de pouvoir se dire, en fait, demain, il y a toute une série de métiers de la transition qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et donc, en fait, il faut aussi amener cet imaginaire positif. Quand on parle d'éducation au climat, ça peut vite parfois être anxiogène. Et donc, on parle alors d'éco-anxiété. Notre vision, c'est vraiment plutôt d'amener une transition qui soit positive, quoi. D'où le travail assez inspirant. Et d'où le travail intéressant, important dans les écoles à mener pour conscientiser tout ça, les jeunes. Alors c'est vrai, il y a plus ou moins 85%, je pense, des métiers de 2030 qui n'existent pas encore. Ça peut paraître énorme comme ça, mais c'est le cas et beaucoup seront liés à cette transition. Donc il y a beaucoup de travail. Alors justement, tu parlais juste avant ce podcast que 2 outils sont en développement pour l'instant. Est-ce qu'on peut un peu les teaser, de dire quel type d'outils sont en préparation? Oui, alors on travaille sur 2 outils, vraiment pour outiller les enseignants sur la thématique de la biodiversité. Donc l'outil va sortir fin 2023, s'appellera Biodiversité, puisqu'on va aborder les notions de biodiversité. Joli jeu de mots. Voilà, merci. Selon 6 dimensions. Donc il y aura une dimension politique, une dimension scientifique, une dimension liée à la santé, plus philosophique aussi, une dimension plus en lien avec les services rendus, et donc là on va dire plutôt une dimension économique, et une dimension liée aux émotions. Donc ça c'est un outil qui va sortir et qui est en préparation pour l'instant. Et on travaille aussi sur un outil qui sortira en début 2024, on n'a pas encore vraiment de nom, donc on réfléchit encore, mais c'est un outil sur l'éducation relative à l'environnement en lien avec les nouveaux référentiels, puisque maintenant, suite à la réforme du pacte, etc., il y a un nouveau tronc commun de la première maternelle jusqu'à la 3e secondaire. L'idée, c'était vraiment d'analyser tous ces nouveaux référentiels, de regarder dans les différentes disciplines, là où il y avait des portes d'entrée vraiment claires pour l'éducation relative à l'environnement, et de pouvoir proposer aux enseignants des idées d'activités un peu clés sur porte, en lien avec la thématique, qui soit en cours d'histoire, en cours de sciences ou autre. Et donc l'idée, c'est vraiment de rassembler toutes ces idées d'activités dans un document qui sera aussi téléchargeable en ligne sur notre site internet. Ok, super, parfait. Ça, je pense que c'est le genre d'outils clés sur porte un peu qui sont super intéressants pour les enseignants qui n'ont pas toujours le temps d'aller voir un peu à droite à gauche tout ce qui se fait. Donc ça, c'est parfait. J'espère. On va peut-être clôturer ici un peu ce podcast. On va juste mettre l'accent sur quelque chose, les productions que vous faites. Donc il y a effectivement le site Réseau ID pour prendre connaissance de tous les outils. Ils sont listés, on l'a dit, par catégorie, par âge, par année de création, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors il y a le magazine Symbiose. Là c'est quoi? C'est un mensuel qui revient tous les mois? C'est un trimestriel. Donc, dans lequel on va retrouver un dossier thématique. Donc il y a chaque fois une thématique bien précise. Et puis on va retrouver des expériences de terrain. Donc là, il y a des journalistes qui vont dans les écoles pour voir un petit peu concrètement comment les projets se développent dans les écoles. Et il y a une partie donc d'adresse utile qui est aussi liée avec la thématique. Donc là où on renvoie vers nos membres.
Et à la fin, il y a une sélection d'outils aussi pour travailler cette thématique-là. En plus donc du réseau ID et du magazine Symbiose, il y a encore les newsletters qui permettent de s'abonner, je suppose, ça, de manière assez classique, par thème peut-être. Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Vous allez sur le site internet du réseau ID, vous pouvez vous abonner directement. En région bruxelloise, il y a la newsletter Le Petit Courrier qui est envoyé donc, aux enseignants en région bruxelloise. Il y a une newsletter aussi en région wallonne, mais là c'est la région wallonne qui s'en occupe. Et alors pour les enseignants et les enseignants qui travaillent en région bruxelloise, il y a aussi le réseau Bubble, donc qui est le réseau de Bruxelles Environnement, qui est une plateforme qui rassemble les initiatives et les expériences d'enseignants qui sont inspirants, quoi, pour diffuser les pratiques qui se font dans les écoles bruxelloises. Oui, c'est ça, et créer petit à petit un effet boule de neige, c'est finalement l'idée de tout ce réseau. On parlait de la toile d'araignée au départ, au plus elle s'agrande, au mieux ce sera finalement. Exactement, ça fait le lien avec le vivant, c'est parfait. Parfait. Eh bien, merci, un grand merci Natacha Sensik d'avoir été des nôtres pour nous présenter le réseau ID. Alors même si on l'a déjà un peu évoqué, vous pourrez retrouver tous les liens vers le site web de la SBL, ses projets, les ressources pédagogiques et tous les supports de com en description de ce podcast. Puis merci à vous tous ensuite d'avoir été encore des nôtres dans l'heure de fourche. On se dit déjà à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC.